j'ai une passion dans la nouvelle technologie parce que sans elle, je pourrais pas être en vie aujourd'hui. Je redescends au fond de l'eau et je prends conscience que tout devient un peu flou, bizarre et que je commence à perdre un peu les sensations que j'ai dans mon corps. T'as beaucoup de personnes sur internet qui ont un peu la philosophie Andrew Tate et ça a créé beaucoup d'Andrew Cake. Là, comme ça, comment tes élèves vont pouvoir en profiter dans les années à venir? Là, c'est très simple, en vendant un rein. Voilà. Et que ça vaut quand même 250 000 euros. Hello tout le monde, c'est Yomi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. T'as un parcours intéressant, atypique, varié. T'as fait plein de trucs. Mon but aujourd'hui, c'est de parler un petit peu de ton histoire, de comment est-ce que t'as réussi à réussir dans le business et d'essayer de partager un maximum tes connaissances avec l'audience. Est-ce que rapidement, tu pourrais te présenter qui t'es, quel âge t'as, qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouais, alors du coup, mon prénom c'est Anthony Gonnet-Vandeporte, alias Major sur les réseaux sociaux. C'était un peu long. Je suis entrepreneur en Suisse. J'ai plusieurs activités qui sont spécialisées dans les nouvelles technologies. Elles se sont développées en fait naturellement parce que je suis arrivé en Suisse après avoir fait quelques années en France, mais j'ai très vite compris que le système financier français allait être un frein pour le développement. Donc j'ai été m'implanter là-bas. Et au final, on a construit une entreprise qui fait de la formation pour les entreprises, qui s'est ensuite transformée pour une entreprise pour les formations pour les particuliers. Et après, c'est tout un tas d'autres activités qui se sont développées autour de cet écosystème-là pour faire grandir les entrepreneurs. Ok, tu parles de nouvelles technologies. Quelle nouvelle technologie en général? Alors, il y a aujourd'hui un énorme problème, c'est que la plupart des personnes entendent parler de ChatGPT, d'intelligence artificielle, de Midjourney, bref, tout ce spectre-là, et ils sont devant et en pleine découverte, et ils font, comme beaucoup de personnes, plein d'erreurs. L'idée, c'est d'aller leur montrer comment ils vont pouvoir récupérer ces technologies, qui peuvent leur paraître extrêmement compliquées, bien que maintenant ce soit quand même très simple, et de leur montrer les vecteurs qu'ils vont pouvoir utiliser pour les monétiser dans leur entreprise, mais aussi dans leur vie de tous les jours. Parce que tu as un entrepreneur, donc tu as forcément besoin d'utiliser des nouvelles technologies à un moment donné, ChatGPT qui peut t'organiser ta semaine, tes séances de sport, tout ce que tu veux. Et dans une entreprise, si tu la connectes avec les bonnes datas, tu peux augmenter ton chiffre d'affaires de 3% jusqu'à du 15, 20, 30% et dans certains cas bien plus. Ok. Je pense que le plus intéressant, c'est qu'on fasse un petit peu ton parcours étape par étape. Ouais. Afin que les gens comprennent comment t'en es arrivé là. Tu peux donner quelques chiffres parce que, voilà, en termes d'entreprise, tu as quand même atteint un certain succès. Après, moi, je suis un petit peu plus humble sur certains trucs, mais c'est vrai que au niveau business, je sais qu'il y a cette tendance qui fait qu'on aime bien donner les chiffres et tout dévoiler. Ouais. Moi, je reste assez soft sur mes présentations, donc en fait, je vais parler de chiffre d'affaires généré sur les 5 ans parce que ça parle plus. C'est fait sur des entreprises avec lesquelles on a travaillé, sur lesquelles on a généré entre 140 à 150 millions de chiffre d'affaires pour ces entreprises, donc pas pour moi. Moi, dans ma poche, j'ai un certain pourcentage de ça. Et dans ces activités-là, il y avait du consulting, il y avait de la création de smart contracts pendant la période des NFT. Il y avait des entreprises qu'on a accompagnées pour pouvoir intégrer de l'intelligence artificielle ou des data scientists pour leur permettre justement de récupérer toutes les milliers de data qu'elles ont agrégées dans le temps pour pouvoir ensuite faire exploser les capacités qu'elles avaient en mettant des agents conversationnels à la place par exemple d'une personne. Rien que ça veut dire que tu supprimes 5 postes et tu le remplaces par une machine qui va travailler peut-être plus vite et tu laisses au moins juste une personne pour contrôler. Donc ça peut avoir un effet de malade. Et ensuite, il y a eu très récemment une autre entreprise qui est un garage automobile où on est intervenu chez eux. Ils nous ont dit, voilà, nous aujourd'hui on a des commerciaux, donc on vend des voitures, des véhicules d'occasion. Et ils voulaient développer leur vente de véhicules d'occasion parce que ça stagnait, il y avait un plafond de verre. Ils nous contactent, on les forme du coup sur l'utilisation de ChatGPT et plus d'autres outils d'analyse des personnes pour faire un petit peu d'OSINT quand il y a des clients qui viennent. Donc c'est de l'open source intelligence par exemple. Et ensuite de connaître le client, ça te permet d'avoir un schéma plus direct vers une vente parce que tu vas pouvoir connecter émotionnellement. Donc on a formé les équipes et au bout d'une semaine, on a constaté une évolution des ventes de 15-20%. Donc ça a vraiment quand même apporté des choses. Et après, sur un mois, je crois que le chiffre général, c'était 10 à 15%. Mais c'est énorme sur une entreprise qui est déjà en place. Ouais, c'est clair. Notre activité, elle consiste en ça. C'est on se déplace, on forme, et ensuite on intègre ou on développe. Et une fois qu'on a fait ça,
On va suivre les entreprises et on va leur faire de la veille. On va leur présenter les nouveaux outils qui peuvent les aider dans leur business. Et on va aussi connecter des outils à des entreprises existantes. Donc c'est comme si demain, tu souhaitais te développer à l'international. On va venir te dire, très bien, on va faire un audit de ton contenu. On va regarder ce que tu possèdes. Comment on peut aller le faire exploser à l'international. On récupère tout le contenu que tu as déjà fait pendant des dizaines d'années. 5 ans, je crois. Et on récupère tout ça, on met dans les machines, et ensuite t'es diffusé en espagnol, en allemand, et puis dans toutes les autres langues au monde, et tu fais le même business qui est un duplicata, mais voilà, de manière encore plus puissante. À fond. Je pense que ce qui est super intéressant, du coup, avec toi, c'est que tu as touché à toutes les industries qui sont vraiment en train d'exploser en ce moment, et il y a beaucoup de personnes qui regardent la chaîne qui sont intéressées par ces mêmes industries. Tout ce qui est Web3, crypto, etc. T'étais à fond là-dedans, t'es toujours à fond là-dedans. L'IA, bon, voilà, t'es à fond là-dedans. Et t'as aussi une entreprise de formation et de consulting. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui aujourd'hui sont intéressées à se lancer dans ces domaines-là, que ce soit créer une agence sur l'IA, que ce soit améliorer ses business avec l'IA ou bien même dans toute la sphère Web3, etc. Donc j'ai vraiment envie de te demander pas mal de conseils par rapport à ça, mais on le fera dans la deuxième partie de l'interview. Au début, j'ai vraiment envie qu'on découvre qui t'es, quelle est ton histoire. Et je pose tout le temps cette question. Quand est-ce que c'est la première fois que tu as remarqué que tu étais un peu différent et que tu voulais entreprendre? Alors en fait, c'est arrivé à la cour de récréation, mais c'était très longtemps. C'est l'époque où tu avais les cartes Yu-Gi-Oh, les POG, les billes. C'est un schéma qui est vraiment pas terrible, mais dans l'histoire, c'était ça. Et dans la cour de récré, j'étais toujours le mec qui avait la petite boîte avec à l'intérieur toutes les petites découvertes et tout ça. Et dans la cour de récré, j'essayais soit de faire du troc, soit de forcément... aller faire des plus-values sur des échanges, tu vois. Donc il y a eu cette période-là, et ça a commencé dans la cour de récré, donc voilà. Et après, un petit peu plus tard, vers mes 13-14 ans, c'était la période où j'avais envie de me faire de l'argent, et je prenais un peu tout ce qui passait. J'ai vendu des chrysanthèmes dans des cimetières, pendant, ça marchait bien, forcément, ouais. Pendant la période de la Toussaint. J'ai aussi vendu du muguet le jour de la fête du muguet, où tu donnais pas de prix, et les gens pouvaient donner ce que tu voulais. Et ça, c'est un truc qui est extrêmement puissant parce que les gens se sentent redevables quand tu leur donnes quelque chose. Et des fois, ils ont tendance à te donner beaucoup plus. Ce qui fait que des fois, j'ai vendu des brins de muguet à 10 à 15 euros alors que ça avait aucun sens de payer un morceau de fleur à ce prix-là. Donc, il y a eu ça. Après, j'ai fait de la découpe de charcuterie avec de la tronçonneuse et tout ça avec une ex à l'époque. C'était assez particulier. Et après, au fil de l'eau, j'ai eu un parcours en alternance, du BEP jusqu'au master, où j'ai fait de l'électricité. J'étais électricien sur les chantiers. Je m'occupais de tirer les prises électriques, de faire les montages et d'aller connecter tout ça. Ensuite, il y a eu un bac en électrotech aussi. Donc ici, c'était surtout sur de la machinerie industrielle, où il fallait créer des automates avec des robots, il fallait les programmer pour pouvoir que telle machine aille écraser telle plaque de voiture à tel moment. Et après, BTS et licence, c'était technico-commercial dans l'éclairage LED, au tout début de l'éclairage LED quand c'est arrivé en France, où j'avais eu mes premiers clients. Je m'en rappelle, ça c'est une histoire vachement sympa, c'est que j'ai passé pas mal de mois à chercher une alternance, comme beaucoup. Et j'arrive à un moment sur Saint-Étienne et je me dis, ok, va falloir que je puisse me développer comme j'en ai envie dans un domaine qui me plaît, et c'est les nouvelles technologies. Et je trouve cette entreprise qui fait de l'éclairage LED. Ils me disent, alors on cherche pas tout de suite et tout ça. Très bien. Et en fait, ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai récupéré un scrapping de base de données. On peut le dire maintenant parce que maintenant c'est un peu tout le monde qui en parle. J'ai récupéré une base de données et j'ai envoyé des courriers, donc à la main et aussi en mail, à toutes ces entreprises pour essayer de trouver une boîte en alternance. Donc j'ai fait ça, et il y a une entreprise qui m'a répondu, après l'avoir relancé quand même 4 à 5 fois, et j'y suis allé, et le directeur commercial était parti. Il restait plus que le dirigeant et la secrétaire. Le dirigeant et la secrétaire. Et je me suis implanté dans cette boîte, et en fait, au bout d'un an, j'ai réussi à avoir en client donc Vinci, Michelin, Eiffage et McDonald's des courtes pailles. Et ça faisait un ARR, donc c'est un annuel récurrent revenu de 300 000. Donc pour l'entreprise, c'était pas mal. Et j'étais en alternance à cette période-là. Et là, j'ai commencé à me dire, ok, il y a du potentiel. Et quand on a passé une année de plus, en licence, c'était le début des Google My Business et un peu de cette effervescence autour du numérique. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire avec les blogs pour notre entreprise, plus l'email marketing, plus Google.
Et là, on a mis on a mis La main à la pâte. la main à la pâte. Et ça a commencé de se développer vraiment à ce moment-là. Et on est passé de 300 à 700. Et après, bah, ça a augmenté. Mais moi, j'ai pu travailler dans l'entreprise parce que j'avais demandé à avoir une proposition, mais on me l'a refusé. Promotion. Ouais, enfin, j'avais dit, bah, est-ce que vous pouvez me faire une proposition à la fin de mon alternance? Ouais. Ah, ok. Et en fait, bah, à l'époque, le dirigeant n'était pas convaincu que ça valait le coup de me payer ce prix-là. Que j'avais demandé, je crois, 3200 par mois plus 5% de commission. Ok. Ce qui est quand même assez raisonnable par rapport au relancement de la boîte. Et ce qui s'est déroulé ensuite, c'est que bah, il m'a dit, on se retrouve dans son bureau pour la négociation. Il me dit, bah écoute, pourquoi je te prendrais toi alors que je peux prendre un autre apprenti que je vais former et qui me coûtera 3 fois moins cher. Et là, dans ma tête, bah, j'ai eu les premières calottes de l'entrepreneur, la négociation, avec les nombreux déboires que ça suppose. Et je me suis dit, oula, je me suis fait avoir à ce moment-là, pas de problème, je vais continuer. Et au même moment, comme quoi c'est bien fait, j'ai Thalès et Saint-Gobain qui me contactent, qui me disent, bon bah très bien, on cherche un alternant, est-ce que ça t'intéresse? Donc j'ai continué aussi dans cette voie-là. Ça a donné lieu à ce que je fasse ensuite un concours dans lequel j'ai été champion de France avec un prix coup de cœur chez Microsoft sur un projet qui s'appelle OpenEye et qui ensuite a été plébiscité par Voyage SNCF. Après, 11e chez Google, donc en champion d'Europe sur 100 projets, je crois, avec le même bébé. Il y a eu aussi une expérience un peu marrante où j'ai été maître de midi, l'émission sur TF1 avec Jean-Luc Reichmann, où c'était pour faire plaisir à mon père parce qu'il a des problèmes de santé et on cherchait des petits moyens de lui faire passer à des bons moments. Et à ce moment précis, il me dit, ouais, en ce moment, je regarde cette émission. J'aimerais bien un jour y aller. Je dis, ok, pas de souci. Et je m'arrange avec ma mère et on avait organisé un casting. Enfin, j'avais été à un casting à Clermont-Ferrand. Il me dit, où tu vas? Bah, je lui dis, je vais à Clermont-Ferrand, j'ai des trucs à faire. Et en fait, au fil de l'eau, j'ai appris que j'ai été sélectionné. Mon père, on lui dit qu'on va aller à Paris parce que j'ai des places par une pote en tant que spectateur. Et arrivé sur le plateau, je lui dis, bon bah écoute, moi je te laisse là et moi je vais aller sur le plateau télé et tu vas pouvoir me regarder. Et puis bah là, c'était incroyable. On a éliminé le maître de midi et puis je me suis retrouvé sur scène et tout ça. Ah ouais, c'était fort en émotion. Il a kiffé son moment. J'ai même eu un article de presse, je crois que c'était La Tribune ou Le Progrès, il surprend son père à la télé en première page. Ça m'avait fait marrer. Donc il y a eu ça. Et t'as quel âge? Là, j'ai 29 ans. Là. Non, à ce moment-là. Là, à ce moment-là, je sais plus, c'était il y a peut-être 5 ans, 23, 24. Ok. Donc là, t'es toujours quand même dans le milieu professionnel, mais t'as pas encore lancé tes premiers business, à vrai dire, tu travailles toujours. Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que en Suisse, j'ai eu l'occasion d'acquérir du Bitcoin assez tôt. Et j'ai été m'implanter pour cette raison aussi, parce que avec les impôts et tout ça. Quelle année t'as... Ah, malheureusement, ouais, c'est un petit peu avant 2014, parce que il y a plusieurs interviews à propos de ça. Ouais. Mais pour plein de raisons, je rentre jamais dans le détail parce qu'on connaît Internet. Ouais. Donc voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu cet argent qui s'est développé. J'ai eu aussi une proposition en Suisse. Donc je me suis déplacé dans le plus gros groupe de copywriting au monde. Ils font 2-3 milliards de chiffres d'affaires, pas grand-chose. Et je me suis retrouvé là-bas. Et en fait, au bout d'un an, j'avais compris un peu les mécaniques, comment ça se passe. Et j'étais pas forcément trop d'accord avec plein de choses. Mais bref, j'ai quitté cette entreprise. Il y a eu 1 an de battement, où ça a été vraiment pas facile. J'ai perdu des potes très proches. Et en 3 mois, j'ai dû perdre 8 personnes. Donc ça a été une période bien costaude. J'avais noté 2-3 phrases qui m'avaient marqué, qui m'avaient été dites et que je me répète de temps en temps. Et ce qui s'est passé, c'est que cette période, elle était vraiment très compliquée. Et au même moment, il y avait le bull market qui commençait à prendre le dessus. Mais j'avais aussi l'envie de me développer dans quelque chose d'autre. Et je recommence à faire des recherches. Et je voyais que tu parlais aussi de Harvard sur tes vidéos. J'avais vu aussi qu'il y avait d'autres personnes qui en parlaient. Je dis, il y a eu le Covid et autres. Ça va être l'occasion de se lancer là-dedans. Et au même moment que je prends tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire à Boston, le Corona. Alors non, faut pas le dire à la caméra. Non, tu peux. Il faut dire le C19. Donc au moment où je décide d'y aller, il y a le C19 qui arrive. Ouais. Lockdown, tout le monde reste chez soi et ils mettent leur programme en ligne. Donc je crois que je paye 2-3 000 balles à l'époque
pour démarrer en ligne, mais c'était pas celui où tu payes et ensuite t'as le diplôme. Ouais. Là, tu payes, tu dois passer 8 projets. J'en ai fait 5, je crois, là-dessus. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, tu peux te développer et tu as ta certification et tu es reconnu comme personne ayant fait Harvard. Et de un, ça a donné des contacts de malades parce qu'il y avait un petit qui avait 13 ans qui était un monstre en termes de réflexion, d'analogie et de structuration de ses pensées. Et le mec, il y a récemment eu un article de Brut sur ce petit. Je sais plus son nom exactement, mais il serait en train de découvrir des choses à propos de la fusion. Donc autant dire que le mec c'est vraiment un petit génie. Et tu as accès à ce Discord où tu peux échanger avec les membres, plus les gens de l'équipe pédagogique. Donc ça a donné un réseau qui était sympa. Et là j'ai commencé de prendre conscience aussi que le réseau était cool. Et on s'est développé. Et au même moment, on faisait de la formation sur les professionnels pour la blockchain. Certaines banques qui ont fait appel à nous pour savoir comment on mettait en place la blockchain dans les entreprises, comment ça fonctionnait, parce que tout le monde rigolait de ça. On se foutait beaucoup de moi quand j'étais un peu plus jeune, et voire même c'était un peu de la méprise sur certaines fois, mais après tu sais, tout le monde est un peu jeune, donc tu peux pas vraiment leur en vouloir d'être comme ça. Et on a démarré cette activité et on s'est rendu compte que ça marchait bien, qu'il y avait des gens qui voulaient se former, se développer. Ça c'est vraiment ton premier premier projet, c'était No Limit. Au tout début, c'était No Limit en France, où on scrapait des sites internet, on récupérait le contenu, on faisait de la restructuration, on le mettait bien propre, et ça faisait un cours en ligne qui était vendu à 9 € par mois, dans plein de domaines. Okay, et on évitait les copycats et tout ça. Donc ça, c'était nos limites. Ensuite, j'ai été m'implanter en Suisse. Et après, j'ai arrêté de travailler avec l'entreprise où j'étais. Et il y a eu ça. Donc, la formation des entreprises. Et au même moment, je discute avec des info-entrepreneurs. Et on me dit, tu devrais en faire un programme en ligne. Bon, on va voir. Au même moment, à l'époque, on échangeait un peu des bons plans sur des projets. Et moi, je recevais, avec des outils que j'avais développés, de veille, des possibilités de rentrer sur des ICO ou de faire des projets en avance. Et on parle à ce moment-là de Elrond. Il y avait des gars de chez toi aussi qui étaient là. Et on parle à ce moment-là de Elrond, qui était à quelques centimes ou à 1 ou 2 $. Et on me dit, ça va être la prochaine crypto-monnaie. Et moi, je dis, pardon, ça va être la prochaine crypto-monnaie sur laquelle il faut vraiment vous y intéresser. Et il y a eu plein de gars de ta formation avec qui je traitais à cette époque-là, qui me disent... ah ouais, il faut que je m'y intéresse, ouais, je regarderai ça plus tard. Et j'appelle même des gens au téléphone pour leur dire, écoute, c'est maintenant, parce que l'ICO, elle finit bientôt, ou quelque chose comme ça. C'était pas une ICO, c'était, tu pouvais en acheter pour 200 $ maximum, ou 2000 $, je sais plus exactement. Ils passent tous à côté, sauf 2-3, tu vois. Il y en a peut-être 2-3 qui en ont acheté à 2-3 $, et après il y en a qui en ont acheté à 14. Et dans ces gars-là, ils ont fait des gros multiplicateurs ensuite, et c'est là où en fait je me suis fait connaître, une première fois, par les e-commerçants, parce que ils ont acquis beaucoup d'argent d'un coup sur une crypto-monnaie qu'on avait étudiée, qu'on avait pris le temps de prendre de A à Z et d'auditer pour être sûr et certain que ça allait pas partir en lambeaux. Et après m'être fait connaître ici, j'ai commencé à avoir des contacts qui se sont faits, et puis je me suis intéressé à l'infoproduit en me basant sur ce que je connaissais de ce que tu faisais, plus d'autres personnes aussi qui avaient créé des cryptos, qui avaient créé d'autres projets. Et on décide de sortir notre propre formation. On la sort. Un carnage total, plus de 200 ou 300 000 ventes en 2-3 jours, je crois, étalées. Et que des paiements en 2-3 fois. Donc en fait, ça va. Et là-dessus, avec un taux de remboursement de moins de 2%. Donc là, j'ai compris, dans ma tête, ça a enlevé une case et je me suis dit, ah oui, ok, ça peut aller très vite. Donc on s'est mis à faire de la formation en ligne. Mais on a un peu commencé de comprendre aussi dans quel environnement on se lançait, qui était assez concurrentiel, mais qui n'était pas forcément aussi le cœur d'activité qu'on savait faire, à savoir auditer, comprendre, accompagner et ensuite intégrer s'il y a besoin. Ça, c'est vraiment les choses qu'on savait faire. Et au final, là, on a décidé de se réorienter en faisant une offre particulière et une offre entreprise, où l'offre particulier, t'es un mec qui a un peu d'ambition, qui cherche à avoir un réseau. On va reparler de réseau avec l'outil d'ailleurs, qui cherche à avoir un réseau, les bons contacts et un peu ce qui peut te manquer pour te faire prospérer. Tu rentres là-dedans et tu as tout dans un seul et même espace. Un compte Stripe qui est bloqué, tu as quelqu'un qui peut te le débloquer. Un compte Google, un compte Facebook, un compte PayPal, tu as les contacts et tout qui peuvent te faire débloquer. Donc ça, c'est No Limit Unlimited, okay, c'est pour les particuliers. Et un autre plan entreprise où là, cette fois-ci, t'es une boîte qui veut se développer avec l'intelligence artificielle, la blockchain, les NFT, et on t'accompagne. Ok. Et c'est quoi vraiment qui t'a permis de devenir riche, entre guillemets, donc de vraiment
commencé à acquérir une certaine aisance financière? C'est plutôt tes business, c'est plutôt tes investissements? Quand est-ce que voilà, ce passage de voilà, une vie normale, je sais pas dans quel type d'environnement tu as grandi, à aujourd'hui où tu as voilà, une aisance financière plus élevée? Ouais, parce qu'après, c'est vrai qu'on s'était vu aussi plusieurs fois, mais le gros vecteur, ça a été l'investissement sur le Bitcoin, où la plus-value a été récupérée pour monter les entreprises. Ok. Monter les entreprises et les développer. Et aujourd'hui, même si tu as beaucoup de personnes sur Internet qui ont un peu la philosophie Andrew Tate, et ça a créé beaucoup d'Andrew Cake, c'est que tout le monde partage tout le temps ses chiffres, que tout le monde en fait des tonnes autour de ça, parce que bah, forcément, on sait que ça marche et ça attire des nouvelles personnes. J'ai choisi là un autre vecteur qui est de me dire, on va essayer de la faire différemment, et on va voir ce que ça donne. C'est-à-dire qu'on partage pas forcément les chiffres, mais on partage les compétences soft et hard skills que ça va te permettre d'avoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu n'es pas capable d'apprendre à apprendre une nouvelle compétence rapidement, surtout avec l'intelligence artificielle, tu es mort. Par contre, si tu es capable de faire un business qui est propre, dans lequel tu peux utiliser ton image pour attirer des grosses entreprises au fur et à mesure, tu vois, bah, tu vas pouvoir prospérer sur le temps. Parce que beaucoup de gens vont aller faire des petits business où en mode on vend des choses sous couverture d'anonymat à des personnes qui n'y connaissent rien dans le seul et unique but d'aller les escroquer, ou alors on récupère des comptes Stripe pour aller faire du rebill, donc de récupérer de l'argent sur des cartes bleues déjà enregistrées. Ça, c'est des business qui fonctionnent par coup et sur lequel au début on n'avait aucune conscience de tout ça, mais quand on s'est intéressé à ce domaine, bah, on en a pris conscience, tu vois. Et pour revenir à ta question, la première fois c'était l'investissement, et ensuite bah, c'est ces entreprises qui ont finalement prospéré, ou dans lesquelles ensuite, avec le consulting, tu as certaines offres qui ont été faites où on prenait des parts d'entreprises au capital, on devenait actionnaire et on les accompagnait dans leur développement. Ce qui fait qu'en fait aujourd'hui, on a moins de liquidités, mais beaucoup de capitaux, parce que ben, on a des parts d'entreprises qui, ben, on les accompagne sur le long terme à évoluer pour que nous, on puisse en profiter. Ça me permet d'ajouter, tout ça a été rendu possible aussi parce que on avait déjà eu l'occasion d'en discuter, mais j'avais développé un outil avec 3 personnes, mais c'était un outil qu'on avait sourcé nous au démarrage, qui est le Neural Engine. C'est un outil qui te permet de connaître les connexions de tout le monde, de savoir qui fait quoi, et de te dire très bien, bah, Yomi il est connecté avec telle et telle personne, et ensuite ces personnes sont connectées avec telle et telle personne. Et ça te fait une sorte de GPS social qui te permet très rapidement de dire, voici Yomi Denzel, voici Elon Musk, voilà le chemin le plus court pour atteindre Elon Musk et lui serrer la main, et comment faire. Et ça a été rendu encore plus facile avec cet outil, parce que maintenant qu'il y a ChatGPT, tu es capable d'avoir un ChatGPT qui va aller même te faire la séquence mail, les messages, ou qui va pouvoir agir avec le livre dans sa mémoire de Influence et Manipulation, sur comment tu peux faire pour aller créer de la valeur dans un environnement bienveillant, avec une personne en face, en creusant dans sa tête, en allant chercher ses convictions profondes, et en allant lui donner ce qu'il a profondément envie, alors que c'est pas forcément tout le temps de l'argent, tu vois. Et du coup, cet outil a permis d'avoir aussi cette ascension en 2-3 ans et d'aujourd'hui travailler avec des entreprises d'horlogerie suisse, des grosses entreprises de conseil, des banques, sous couvert d'avoir fait du propre par le passé ou d'avoir participé à d'autres choses sur lesquelles on s'est écarté parce qu'on s'est rendu compte que malheureusement on n'était pas dans l'intégrité qu'on a déjà eu l'occasion d'échanger aussi. Je pense que il y a un point de ton parcours qui est assez important, dont tu m'avais parlé la dernière fois, qui, je pense, a changé pas mal de choses sur ta manière de penser, Ouais. tes objectifs, etc. Est-ce que tu peux nous décrire ce qui s'est passé et qu'est-ce que ça a changé dans ta vision du monde et pourquoi, probablement, ça t'a aidé à lancer toutes ces entreprises, etc. Ouais, alors c'est vrai que ça va pas être évident parce que donc ça en fait c'est un truc que bah, à mon niveau je l'ai toujours donné à mes gars, enfin nos équipes et tout ça, je l'ai partagé sans trop de problème, mais sur une chaîne aussi médiatique, enfin aussi visible, ça va être compliqué, mais je vais tenter de le faire. En fait, il y a quelques années, j'ai eu un gros accident de natation où moi j'étais par exemple au fond de l'eau. Enfin, je dis par exemple parce que c'est assez difficile d'en parler, mais c'est pas grave. J'étais là au fond de l'eau, je mettais mon bonnet et je remonte à la surface et au même moment, il y a une personne qui fait une bombe. Donc moi en remontant, lui en sautant, et je me prends l'impact dans la tête, donc trauma crânien, perte de connaissance et tout ça. Et à ce moment-là, je redescends au fond de l'eau et je prends conscience que tout devient un peu flou, bizarre, et que je commence à perdre un peu les sensations que j'ai dans mon corps, et que par contre, ça se dirige vers mes jambes. Et je prends un peu cet élan pour me relancer à la surface, et je sors de l'eau, et après, trou noir, c'est là où ça a commencé d'avoir un impact significatif, c'est que j'ai pris conscience de ce jour-là, parce que on arrive à l'hôpital,
Le premier jour, on nous dit, bah, écoutez, votre fils a l'air d'avoir un impact, mais bon, voilà. Et puis, on y retourne, parce qu'en fait, ça s'aggrave, et il y a du sang qui commence à arriver, et, des nausées, des vertiges et autres. Et j'arrive à l'hôpital, et je me retrouve avec 4 médecins dans la chambre qui arrivent, et mes parents aussi en pleurs, et qui me disent, bah, on ne sait pas forcément si vous allez être en mesure de remarcher un jour. Et on ne sait pas non plus comment vous avez fait pour survivre à ça, et ça relève quasiment du miracle, parce que le choc que vous avez eu, au vu de ce que nous on voit sur l'IRM, c'est quand même assez costaud. Toi, tu es dans ton lit, tu es un gamin, c'était en 2008, je crois. Même le gars qui m'avait fait ça est même pas venu me voir à l'hôpital, pour te dire. Et t'apprends ça, et il y a un déclic immédiat qui se met dans ta tête, tu te dis, je vais pas pouvoir remarcher. Et ça te fait un choc. Et moi, je me suis dit, c'est pas possible que ça se passe comme ça. Il doit y avoir des alternatives. Donc après, ils commencent à mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. On essaie de te lever du lit, mais dès que tu baisses la tête, tu tombes. On essaie de te faire marcher dans le couloir, mais tu peux pas tenir en équilibre et autres. C'est assez compliqué. Mais finalement, au bout d'un mois, et après pas mal de traitements aussi, mais j'évoquerai pas ça, qui était assez quand même costaud, ça revient. Et pendant un an, il y a toute la phase d'apprentissage du cerveau qui redémarre à zéro. Parce que sur les traumatismes crâniens, tu as tout un tas de symptômes qui commencent à apparaître avec le temps, qui est, bah, tu peux avoir des émotions qui sont complètement biaisées, c'est-à-dire que toi tu vas ressentir une émotion, moi je vais peut-être l'interpréter. Tu vas être heureux, moi je vais devoir interpréter que tu es heureux. Tu as ces choses-là qui commencent à arriver et je commence à m'en apercevoir. Les capacités de mémorisation sont soit altérées, soit sont de très grosse efficacité. Tu peux avoir les émotions qui vont faire comme ça. Tu peux avoir de l'hyperactivité cérébrale et de l'hyperactivité physique. Comme le lendemain, bah, tu peux être complètement mort parce que bah, tu as trop fait d'activité. Et en fait, ça, je commence à découvrir ces problèmes-là et ben, ça s'installe et je vais devoir faire avec parce que j'apprends que il y a de très fortes chances pour que ça ne se résorbe pas dans le temps. Donc ça disparaisse. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, j'ai monté une résilience basée là-dessus. Où j'apprends à vivre avec, il y a toujours des choses qui sont restées, et ben, il y a une constance qui s'est mise en place, que je travaille et où la plupart des personnes, quand ils font quelque chose, c'est inné. Par exemple, moi, quand je regarde tes TikTok, bah, je me dis, waouh, quelle facilité de parler et tout ça, parce que bah, c'est hyper simple. Moi, je suis là, j'essaie de me mettre devant la caméra, j'ai un premier bug, j'ai un deuxième bug, je me reprends. Et là, même sur l'interview, j'ai la sensation que ça va, mais qu'il y a des petits couacs, tu vois. Donc, c'est aussi de savoir jauger avec tout ça. Et c'est avec cet accident que finalement tout le reste a découlé. Ça m'a permis d'augmenter aussi le QI parce que ça a développé un syndrome que j'ai pas forcément envie de nommer là parce que je connais l'audience, mais ça a développé un syndrome qui s'est installé dans le temps et qui a été reconnu et qui a été diagnostiqué. Et tout ce qui a suivi a été la résultante de ça, c'est-à-dire que il y a des choses qui vont arriver négativement, il y a des choses qui vont arriver positivement. Il faut les interpréter de manière factuelle et sans baser par rapport à des chiffres ou à ce qu'on peut prendre et interpréter dans un contexte. Et en fonction de ça, t'avances, tu bourrines et t'abandonnes pas et ça marchera. Donc ça t'a apporté une certaine capacité de résilience et de certaines manières de penser en général qui te permettent de surmonter les difficultés que ça t'a apporté, mais qui t'ont aussi du coup aidé pour lancer tes business. J'ai une passion dans la nouvelle technologie et dans les nouvelles technologies en général, parce que sans elle, je pourrais pas être en vie aujourd'hui. Tu vois, c'est un peu là le déclic qui a été fait. Et si j'avais pas eu ça, je me serais pas forcément aussi intéressé aux nouvelles technologies, parce qu'il y a une partie que j'ai pas mentionnée, mais c'est que pendant cette période où j'étais à l'hôpital et pendant cette période où pendant un an ça a été assez compliqué, mes parents ils m'ont ramené des bouquins chez moi. C'était des Sciences et Vie Junior, des atlas et autres. Et en fait, j'emmagasinais plein d'informations que je lisais consciemment ou non, et que je suis capable de ressortir avec exactitude quand ça parle de tech ou dans d'autres domaines, jusqu'à un certain degré de profondeur, mais après un certain stade, après, c'est plus possible, tu vois. Et je sais qu'il y a des gens qui ont certainement eu des traumatismes qui étaient assez forts dans leur vie, qui s'en servent aujourd'hui comme moteur d'action dans leur business. Il y a le gars que j'ai mangé son prénom, qui malheureusement a pas de jambes ni de bras, je crois, qui a été faire de la natation et tout ça, et Elon Musk l'avait remarqué et lui avait proposé de le faire monter dans une fusée SpaceX. Je sais pas si tu te rappelles de cette histoire. Peut-être que certains s'en rappelleront. Mais tu vois, c'est d'utiliser ça en mode OK, comment je vais pouvoir le réexploiter dans mon business. Et moi, vu que j'avais de toute façon ce problème-là, j'ai commencé à travailler sur ce que je savais faire, c'est-à-dire délivrer mon contenu de manière propre, honnête, en travaillant le plus possible pour que le client soit satisfait.
Et dans un second temps, travailler sur moi, sur lequel aujourd'hui j'ai un coach en communication, parce que il y a des choses sur lesquelles, quand tu es vu, tu deviens puissant. Et moi, je dois travailler là-dessus. Parce que je vois plein de messages des fois qui sont diffusés, de gens qui sont pas forcément bienveillants ou qui font penser qu'ils sont bienveillants, qui prennent plus de place parce que justement, ils ont les méthodes de communication. Donc, j'ai dû prendre ça aussi. Et je commence à me spécialiser aussi dans les relations publiques et autres. Donc, ça devient nécessaire parce que tu dois savoir faire des dosages. Et en conséquence, j'ai pris un coach en communication parce que après l'accident, il y avait plein de choses qui ont évolué. Mais dans les entreprises où je travaillais, ils comprenaient pas pourquoi j'étais plus lent sur certaines tâches. Pourquoi, par rapport à d'autres entrepreneurs aussi, j'étais peut-être moins efficace, mais j'arrivais avec un travail un peu plus détaillé. Toi, il y a plein de choses comme ça qui étaient un peu compliquées. Et c'est quand j'ai commencé d'avoir un petit peu plus de revenus que je me suis dit, je vais me former davantage et je vais prendre quelqu'un pour me former sur les points où ça va pas. Salle de sport, même si ça se voit pas encore, ça viendra. Il y a eu la communication et il y a toujours la communication. Et ensuite le mentoring avec une prof qui me suit depuis le BTS jusqu'à maintenant, qui s'appelle Agnès Rousson-Mourier et qui m'a accompagné tout au long de ce chemin de développement parce que j'ai eu des hauts et des bas et que tu peux pas tout le temps tout assumer tout seul. Même si après on dit que tu es un guerrier, mais c'est faux parce que derrière chaque personne, il y a toujours une ou deux personnes qui l'accompagnent et qui le guident dans le chemin, tu vois. T'as eu certains trucs, en fait, ton cerveau s'est modifié suite à ça. Ça t'a donné des compétences, enfin des skills, des possibilités supplémentaires dans quelques domaines, mais aussi ça t'a handicapé dans d'autres. Et tu travailles, enfin, tu as travaillé pour justement combler ces lacunes avec des professionnels, etc. Une sorte de pensée atomique, en fait. C'est-à-dire en gros, la plupart des personnes, en général, si j'ai une tâche à exécuter, ça va être je fais cette tâche, ensuite cette tâche, ensuite cette tâche. Le principe de la pensée atomique, c'est j'ai cette tâche, et comme AutoGPT le fait en ce moment, ça parle d'intelligence artificielle, donc c'est parfait, c'est que pendant qu'il travaille sur une tâche, le cerveau il travaille sur d'autres tâches en même temps. Donc c'est assez difficile à conceptualiser comme ça, mais c'est une bonne représentation. C'est que par exemple, pendant qu'on est là, qu'on fait l'enregistrement, je parle avec toi, j'entends que il y a de l'animation sur le côté, que il y a des personnes qui peuvent discuter à droite, qu'il y a d'autres choses qui se passent, et en même temps, je réfléchis à ce que je vais pouvoir faire après, quand on va avoir fini cette interview, aller au Mirage, au Mirador et tout ça, par exemple. Et c'est la même chose. La pensée atomique, c'est ça. C'est j'ai ma pensée et je suis capable de faire plein d'autres choses en même temps pendant que je pense à une tâche. Après, il y a d'autres personnes qui sont capables de le faire. Il y a rien de super. Kanye West qui a ça aussi un peu. Après, il y a beaucoup. Aujourd'hui, c'est la mouvance des HPI, des zèbres et tout ça. Moi, j'attaque personne là-dedans. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai ça et ça a été diagnostiqué. J'ai été à l'hôpital. Je fais plusieurs IRM par an parce qu'il y a différentes choses à suivre et autres. Ça a été diagnostiqué. Il n'y a pas de possibilité de détour. Et quand je fonctionne, si tu me dis, envoie-moi un rapport qui va traiter de l'évolution de l'intelligence artificielle d'ici 2030, je vais déjà partir du milieu. Et ensuite, je vais avoir une explosion qui va se faire où en mode, on va parler d'agriculture, d'économie, de banque, de sociétologie, enfin plein de choses. Et derrière, ça va découler d'autres branches, mais naturellement. Et après, pour les mettre sur papier, il va falloir juste structurer l'idée, mais la base, elle va déjà être en arrière-plan et elle va être capable de se faire beaucoup plus rapidement. Tu as parlé beaucoup des nouvelles technologies. Ouais. Tu as basé tous tes business autour des nouvelles technologies. Ce qui est un problème, peut-être un jour, très certainement. Et tu as aussi cette capacité d'apprendre beaucoup de choses, de faire des recherches, de tout mettre en relation. Il y a beaucoup de personnes qui regardent cette chaîne, qui ont envie de lancer des business, qui lancent des business, qui ont envie de gagner plus d'argent. Je sais que même toi, personnellement, tu m'as donné 2-3 fois des tendances qui allaient arriver en avance, qui se sont confirmées pour le coup. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois arriver et surtout quels conseils tu donnerais aux personnes qui ont des business ou ont envie de gagner plus d'argent? Comment est-ce qu'ils peuvent utiliser les nouvelles technologies pour réussir à faire ça? La plus grosse révolution de toute façon qu'il y a maintenant, c'est l'intelligence artificielle. Après, je vais parler de ce qui arrive. Mais il faut être conscient d'un truc, c'est qu'il y a 3,3 millions d'années, on a découvert la pierre, qu'on était capable de la tailler et qu'on était capable aussi d'en faire un outil. Et ensuite, ils ont commencé d'en faire quelque chose pour se nourrir, faire de l'art et plein d'autres choses. Ensuite, il y a eu le feu et ensuite, il y a eu la roue. Et l'intelligence artificielle vient compléter ce petit tableau où juste avant, on introduit la blockchain. Tu vois? Donc, ça fait pierre, feu, roue, blockchain, intelligence artificielle. Et ensuite, dans un autre développement, je pense qu'on arrivera aussi vers ce qu'on expliquait aussi en off, c'est le biohacking. Le biohacking, c'est-à-dire que comment on va se développer, nous, à l'horizon des nouvelles technologies.
Parce que, vu qu'on va avoir des intelligences artificielles, des modèles d'intelligence artificielle qui vont être capables de faire les choses mieux, plus rapidement, et avec plus d'efficacité et plus de contenu, comment nous, on va apprendre à vivre avec tout ça à côté, en mettant aussi un zoom sur le fait que les gens vont se sentir perdus d'être moins performants. Donc, on va pouvoir peut-être arriver à une certaine dystopie qui va se créer, où ils vont se dire, bah, finalement, mon bras, si je le coupe, je suis capable d'écrire 3 fois plus vite si je me fais implanter une nouvelle main bionique. Tu vois ce que je veux dire? Le biohacking, c'est pas que ça. Mais dans le temps, je pense que, comme ça a été le cas pour les téléphones, où c'est maintenant la course à celui qui a le dernier iPhone, à un moment donné, et ça commencera avec très certainement Elon Musk et Neuralink, ou encore une autre entreprise qui travaille là-dessus, les gens voudront s'augmenter. Et en conséquence, comment tes élèves vont pouvoir en profiter dans les années à venir? Bah, c'est très simple, en vendant un rein. Parce qu'ils en auront toujours un deuxième pour vivre. Voilà. Et que ça vaut quand même 250 000 euros, tu vois. Non, ça c'est la réponse que je t'aurais dit il y a quelques années. En vrai, la première chose à faire, c'est que dans leur business en ligne, ils ont beaucoup de données. Ils ont beaucoup de données, et ces données, il faut qu'ils apprennent à les traiter, à faire ce qu'on appelle de l'enrichissement de data. S'ils veulent prospérer sur le long terme, ils vont devoir les utiliser pour connaître davantage leurs clients et aller chercher l'hyper-personnalisation, que ce soit dans les emails, dans les produits, ou encore dans n'importe quelle activité qu'ils vont lancer. Parce que l'IA va donner la possibilité de le faire, et on le voit au travers de ChatGPT, parce que quand on lui pose une question nous-mêmes, c'est pour nous et c'est pas pour n'importe qui. Donc, c'est pour ça qu'on devient aussi d'une certaine façon accro à ChatGPT, même si Google commence à sortir son modèle, c'est que il répond pour nous parce que on veut quelque chose de spécifique. Ça, c'est le premier point. Et s'ils n'ont pas, par exemple, de data, ils peuvent aller les récupérer. Tu as des outils qui s'appellent scrap.io qui vont te permettre de récupérer l'intégralité des données sur Google Maps. Donc, tu as des personnes qui t'apprennent à faire ça. Tu as du David Beckett, tu as Joel Reddington sur Twitter, enfin, tous ces gars-là qui t'enseignent comment le faire, Asynchrone aussi. Je sais pas si c'est des noms que tu connais. Et tu vas scraper toutes les données, par exemple, que tu vas trouver sur Google Maps, et tu vas pouvoir proposer des produits et des services à des restaurants. Avec Midjourney, tu vas pouvoir leur dire, bon bah voilà, votre carte, elle ressemble à ça, maintenant, vous pouvez faire ça avec, tu vois. Et tu vas leur montrer tes images, tu vas leur vendre 20 € l'image. Voilà, ça c'est du petit business. Après, là où vraiment ils vont pouvoir tirer un avantage de l'intelligence artificielle, s'ils ne veulent pas travailler avec les data, eh ben, ça va être simplement de développer leurs propres compétences d'apprentissage. Pourquoi? Parce que vu que ce modèle va évoluer bien plus vite que ce que tout le monde peut penser maintenant, en se disant que ça va déjà vite, donc imagine, eh bien, là où il va rester de la place, ça va être sur la capacité des gens à justement aller vers ces fameux syndromes de l'objet brillant et de s'y développer encore plus vite grâce à l'intelligence artificielle. Et de saisir les petites opportunités comme ça qui seront, à mon sens, des courts termes. Mais si ils se développent bien, ça pourrait ramener quelque chose de très sympa ensuite sur le long terme en créant une marque ou une vraie identité. Et après, dans un troisième registre, donc celui-là c'est le plus important, c'est il y a quelque chose que l'intelligence artificielle ne pourra pour le moment jamais prendre, tant qu'on n'a pas les Prime ou Optimus, je ne sais plus, de Elon Musk qui arrivent sur le marché, parce que ça aussi on pourra en parler, c'est le relationnel. Les gens ont toujours besoin de communiquer avec des gens. Même s'ils utilisent une IA, ils auront toujours besoin d'échanger. Donc la meilleure des choses à faire, c'est de continuer de développer son réseau, et les gens utilisent les réseaux sociaux dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'ils l'utilisent pour consommer du contenu plutôt que de extraire du contenu. S'ils extrayaient du contenu des réseaux sociaux, ils pourraient se sociabiliser, échanger avec des personnes par téléphone avec eux directement. Et il y a plein de gens sur Twitter qui te partagent aussi plein de valeurs gratuitement et avec qui un seul appel pourrait changer ta vie parce que tu pourrais te retrouver le lendemain dans un avion en direction de Los Angeles à aller ensuite faire, je sais pas, la gestion d'un événement parce qu'on t'a proposé justement de le faire gratuitement, tu vois. Donc vraiment sur ces 3 axes. Et le 4e qui serait vraiment un bonus, ça serait devenir une sorte de super-humain anti-notification. Parce que tel qu'on est dans notre condition, on est tout le temps en train d'aller consulter notre téléphone parce qu'on attend tout le temps la nouvelle notification. Les gens qui arriveront à tirer une épingle du jeu dans les années à venir, c'est ceux qui vont être capables de laisser le bruit de côté pour se focaliser sur ce qu'ils font.
Ça, tu l'as dit, tu l'as répété plein de fois, et moi je suis à 100% d'accord là-dessus. C'est que si tu es capable de laisser ton téléphone pendant 4 heures de côté et que tu t'en passes et que tu es capable d'avancer sur tes tâches, tu vas surperformer la plupart des personnes qui, eux, vont le toucher 1 ou 2 fois pendant qu'ils vont être sur Instagram, TikTok, etc. Sauf si, encore une fois, c'est pour faire du réseau. Voilà pour moi ce vers quoi on va tendre. Et ensuite, le biohacking et d'autres prédictions, mais qui sont plus orientées robotiques. Après, comme les robots d'Elon Musk, où là, tu as aussi Amazon qui a donné à ses employés des vêtements qui emmagasinent beaucoup d'informations sur leurs déplacements et tout ça. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'à terme, ces informations vont être implantées sur des machines qui pourront être en mesure d'aller livrer tes colis directement, tu vois. Ok. Et si je récapitule bien, en gros, s'ils ont déjà un business, tu penses qu'il y a une grosse opportunité d'un point de vue marketing dans l'hyper-personnalisation, en utilisant par exemple les données que tu récoltes sur tes clients pour envoyer des mails personnalisés, des messages personnalisés, etc. Et dans l'entretien de la relation. Et ouais, continuer à augmenter la LTV, vendre des choses supplémentaires, créer une proximité avec le client. Ça, c'est pour les personnes qui ont par exemple une marque e-commerce, ou même qui ont une agence, qui doivent gérer des clients, etc. Ou qui vendent des formations, les personnes qui ont une grosse base de données en gros. Et pour ceux qui ont la formation en ligne, il y a autre chose, c'est que dans chacune des formations en ligne, et je te le dis aussi pour la tienne si jamais c'était pas en cours, c'est que les gens vont toujours acheter des formations en ligne parce que les gens ont toujours besoin de se former. Beaucoup de personnes te disent que c'est la fin des formations en ligne et tout ça. Foncièrement, je pense que les gens auront besoin d'évoluer parce que les métiers de 2030 n'existent pas encore. Il y a 80% des métiers d'aujourd'hui qui vont disparaître ou évoluer. Dans tes activités comme dans les miennes, l'intégration d'un chat en fine-tuné, c'est-à-dire qui va être dédié à ta propre formation en ligne, aussi va devenir une partie intégrante. C'est-à-dire que si quelqu'un pose une question sur le e-commerce, tu vas avoir un Yomi Denzel qui va leur répondre directement dans ta propre formation. Ou tu vas avoir un major qui va leur répondre sur la crypto, sur l'IA, ou sur la blockchain, ou sur les tendances d'émergence technologique dans les années à venir. Ok, je sais que tu étais vraiment au courant de tous les outils, etc. Si tu peux nous faire un petit top 5 d'outils que les gens peuvent utiliser maintenant pour gagner de l'argent et comment les utiliser, ou un top 3 ou juste ceux qui te viennent en tête, tu parleras de quelle chose? C'est vraiment assez difficile d'en choisir un spécifiquement, mais tu peux par exemple t'orienter vers Glimpse, c'est G-L-I-M-P-S-E, qui est un outil qui te fait de la détection de tendance, qui est basé sur Google Trends. Dans le business, on le sait, premier arrivé, premier servi, et tu peux être le premier ou le dernier, mais il n'y a rien entre les deux. Pour autant, quand tu démarres ton activité suffisamment tôt, c'est ce qui, toi, moi et quelques autres personnes aussi qui ont pu profiter de plein d'essors ont explosé, c'est d'être là au bon moment. Glimpse, ça te permet de détecter des tendances. Donc de savoir si, je sais pas moi, si par exemple les ventilateurs ont la cote. Pourquoi ils auraient la cote? Parce qu'il y a une loi américaine qui est passée par exemple dans tel hôtel, et maintenant ils doivent en intégrer un obligatoirement. Tu vois, ça c'est le premier outil. Le deuxième outil, pour moi, c'est Reflect App ou Obsidian. C'est deux outils qui sont des outils de prise de notes. Comme ça, tu me dis, mais dans le business, il n'y a aucun lien. Justement, j'y viens. C'est que ces deux outils te permettent de centraliser toutes tes notes à toi personnelles. Et vu que tu réécris tes notes et que ensuite, quand tu y penses, tu vas en général aller chercher sur Facebook où est-ce que tu as mis cette information, sur Instagram et tout ça. Obsidian et Reflect App, je le dis bien parce qu'il est assez difficile celui-ci, vont te permettre de le mettre en lumière beaucoup plus rapidement. Et Reflect, il embarque, lui, une optimisation supplémentaire, c'est qu'ils ont introduit de l'IA. Alors bien évidemment, c'est incroyable. Et derrière ça, toutes tes notes vont pouvoir prendre vie parce qu'ils vont pouvoir créer des concepts là-dessus. C'est-à-dire que toi, tu vas juste mettre une idée de vidéo YouTube que tu vas avoir nommée de 0 à 150 millions, parce que je vois bien venir, je la vois venir la miniature, de 0 à 150 millions en un an, comment a-t-il fait, ou un truc comme ça, il va pouvoir t'écrire la structure complète, plus de te donner à tes monteurs les différentes images qui vont pouvoir intégrer à l'intérieur pour illustrer le propos basé sur Midjourney. Tu vois, Reflect App, il sert à ça. Et le troisième s'appelle databerry.ai, quelque chose comme ça. Databerry, qui te permet ensuite de récupérer toutes les datas que tu as laissées autour de toi, tous tes fichiers, Notion, mail, échange d'enregistrement Google Meet, etc. et de les centraliser dans un seul et même endroit pour pouvoir te faire un double de toi numérique. Ça a une importance de folie parce que vu que les gens vont être amenés à l'utiliser de plus en plus souvent, des fois, toi en tant que décisionnaire, tu peux avoir des gens qui t'appellent pour te poser une question sur une décision à prendre. Mais si toutes les datas, elles ont été enregistrées, que ton mode de fonctionnement, il a été aussi enregistré et que tu peux te baser sur des datas, tu as un modèle qui va pouvoir dire qu'est-ce qu'aurait répondu Yomi à cette situation. Et quand toi, tu n'es pas capable de le discerner parce que tu as trop d'émotions, voilà ce qu'aurait dit Yomi pour répondre à telle situation. Et ça, c'est le dernier outil que tu as mentionné. Databerry,
DataPerry ou DataBerry. Et vraiment, en bonus, j'encourage la plupart des personnes à vérifier, du coup, que c'est bien quand même sécurisé, d'enregistrer leurs conversations téléphoniques Google Meet et Zoom. Il y a par exemple Firefly, il y a aussi Sembly, SEMBLY.ai. Pourquoi? Simplement parce que aujourd'hui, toi tu fais du contenu sur YouTube, moi je fais un petit peu de contenu sur Telegram et tout ça, mais dans un futur proche, les gens vont commencer de se prendre d'affection, et c'est déjà le cas, pour des avatars virtuels. Ces avatars virtuels vont avoir des besoins d'être entraînés sur des modèles de données, et ces modèles de données, tu vas leur donner, je vais leur donner, basés sur des heures et des heures de contenu. On a une des personnes qui nous accompagne ici, qui fait par exemple du cloning là-dessus. Et on travaille aussi là-dessus pour qu'on soit capable de créer ton double, on soit capable de créer mon double, de faire des contenus YouTube sur une chaîne qui est complètement validée comme étant Yomi AI. Et tu as tout ton contenu qui sort en IA et les gens peuvent avoir encore plus de contenu. Petit tips. Et ensuite, tu as la chaîne Yomi Denzel où là, c'est toi, c'est pas un avatar. C'est smart, ça. Et tu vois. J'avais pensé à faire un truc comme ça, mais c'est vrai que l'idée de faire une chaîne secondaire avec le point AI, c'est une bonne idée pour segmenter. Et là où ça va être extrêmement intéressant, c'est que toi qui te déploies sur toutes les plateformes avec les 3 comptes Instagram que tu as, plus les autres comptes et tout, YouTube, TikTok et autres, eh bien, tu vas pouvoir aussi te développer sur une partie IA où l'automatisation, elle est à un degré hardcore. Et là, dans la tête des gens, c'est vous êtes vu, vous êtes puissant, et tu vas être vu, tu vas être puissant. Et il y a encore la cerise sur le gâteau, la masterclass de la masterclass, c'est d'utiliser ensuite ce propre contenu dans une langue internationale. Et ça, c'est ce qu'on a discuté aussi tous les deux ensemble. Ensuite, tu as une couverture internationale et il te suffit de cliquer, dupliquer, encaisser. Incroyable. Comment est-ce que tu fais pour être au courant de tous ces nouveaux outils, toutes les prochaines tendances? Parce que toi, tu me parlais de l'IA il y a 2 ans, avant qu'il y ait, ou 1 an et demi, avant qu'il y ait ces avancées avec ChatGPT, etc. Comment est-ce que tu fais pour savoir ce qui va arriver, être intéressé par tout ça? Parce que là, tu donnes des outils, mais dans 1 mois, il y aura des outils différents, il y aura des trends différents pour les personnes qui ont envie de se positionner aussi sur les nouvelles technologies. C'est simple, on utilise un outil qui s'appelle l'Oracle, parce qu'on nous qualifie souvent des hommes de l'ombre sur plein de sujets pour plein de personnes. Et comment ça se passe? C'est un oracle qui scanne constamment les flux RSS, donc c'est des informations des sites internet qu'on a sélectionnés, basés sur nos outils à nous, et ça nous met en lumière que telle personne a fait ça, alors il va y avoir ça. Et ça fait des prédictions. Et en fonction de ces prédictions, pourquoi je suis parti de la France? Sur les modèles de données qu'on avait, sur ceux sur lesquels on s'est basé sur des évolutions, avec la situation économique française et les dettes et tout qui commencent à arriver, ça détectait qu'on allait vers une faillite dans les 10 à 15 prochaines années qui arrivent. On a encore un peu de marge, mais c'était quand même quelque chose qui était à considérer. Et moi, à considérer dans un pays qui est censé avoir une bonne santé financière, je m'en méfie, donc je suis parti m'implanter aussi ailleurs, et petit à petit, j'essaierai de faire venir ma famille aussi. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, parce que c'est une prédiction, mais ça veut simplement dire que à partir du moment où tu es capable de faire des prédictions, tu peux avoir un prévisionnel de ton chiffre d'affaires, tu peux être en mesure de dire, Yomi Denzel, dans 3 ans, il va être, faut pas le prendre mal, mais finé parce qu'il y a telle personne qui arrive sur le marché, où Iman Gadzhi va commencer de faire ses propres vidéos en français parce que il nous a contacté, on va lui déployer ses robots, tu vois. Et ça, c'est des outils qui vont nous permettre justement de le détailler et de comprendre des signaux faibles avant même qu'ils soient apparus sur le marché. Et c'est ce qui fait qu'on arrive à capter des tendances et ensuite à en parler en avance. Bon, ça, tu as ça en interne, pour les personnes qui nous regardent, est-ce qu'il y a un moyen de répliquer ce genre de prédiction? Après, c'est un outil, mais il est payant, et moi je suis pas là pour faire de la promotion, mais... Ah, donc c'est un outil que tout le monde peut accéder? Alors, c'est un outil qui peut accéder à quelques fonctionnalités déjà bien avancées, qui va simplement scraper des flux de données, mais je peux vous donner déjà de comment le faire vous-même. Vous allez sur le site internet qui s'appelle feedly.com, et sur ce site internet, vous allez récupérer tout ce que vous trouvez comme site intéressant, et avec des bons liens, et du bon contenu, parce qu'il y a des articles aussi qui sont payés. Et en fait, ils ont un robot d'entraînement qui s'appelle Léo ou Théo, je sais plus, et ce robot est entraîné constamment. Et ensuite, maintenant, on peut même avoir la possibilité de jouer avec le code et d'aller faire du fine-tuning là-dessus. Et nous, ce qu'on a fait, c'est ça. Et ça a introduit aussi Glimpse, qu'on a parlé un tout petit peu avant, et ça permet d'avoir un jeu d'informations sur lequel ensuite on tire des prédictions et on dit, très bien, dans 5 ans, il va peut-être se passer ça. C'est pour ça que nous, on a tout changé récemment chez No Limit, on faisait de la vente de formation en ligne.
on en fait toujours, mais pour les avoir, il faut être membre et il faut que ça leur serve à quelque chose. Quand quelqu'un arrive chez nous, donc il y a un abonnement à 50 € par mois, et quand il arrive chez nous, il rentre son nom, son prénom et son adresse mail, et à partir de ces informations, on fait de l'enrichissement de données, ça rentre dans le Neural Engine, qui est un outil qui va te permettre de connaître rapidement toutes les informations, en étant RGPD friendly, bien évidemment, et ensuite, telle et telle personne est intéressante, et il faut la connecter avec telle et telle personne. Et ensuite, on va prendre un peu de distance, on va regarder le tout, et c'est parti pour faire des étincelles. Incroyable. Ok. Mais c'est comme ça qu'on est arrivé à discuter. C'est que sur la mise en relation, au début, moi je savais qu'il fallait que j'apporte quelque chose ou de la valeur à différentes personnes dans le e-commerce et qu'indirectement ça reviendrait. Ok. J'avais pas forcément Yomi Denzel en tête spécifiquement, mais j'avais. Ok. Incroyable. Du coup, c'est quoi les prédictions sur moi? Je vais. Je sais pas. Là, comme ça, en fait, et les prochaines opportunités pour toi. Ouais. Après, c'est juste que tout le monde va l'avoir. Je prends des conseils pour moi. En fait, j'en profite. Là, vu que les réseaux sociaux, c'est toujours la bonne tendance. Ouais. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, Andrew Tate est connu par tout le monde et qu'il est aussi détesté par tout le monde, c'est qu'il était partout, tout le temps. Ouais. Par contre, il a été bloqué sur les réseaux sociaux. Ok. Mais voilà. Toi, le move à faire, ce serait d'avoir Yomi Denzel en français, Yomi Denzel AI en français, et ensuite de juste, et ça va être un petit travail colossal, de structurer l'internationalisation de l'offre pour que tu puisses distribuer à l'international tes produits, plus Mind.io et tout ce qui va avec, parce que dans les avancées de l'IA, si tu arrives en même temps que cette mouvance-là, non seulement tu peux prendre le pli de griller tout le monde au passage parce que tu as la capacité financière de le faire, et je me tire une patte certainement en le disant, mais aussi parce que quand tu vas lancer ça, le cheval sera lancé et ça sera du russe, ça sera de l'espagnol, ça sera de l'italien et il y aura ton visage partout. Incroyable. Je me tâte. Est-ce que tu as d'autres points que tu voulais mentionner Tu as réussi à créer ces différents business à succès, mais comme tu l'as dit, tu as aussi une grande réussite dans l'investissement, notamment avec les cryptos. Aujourd'hui, dans quoi tu investis et dans quoi est-ce que tu recommandes d'investir? Alors, je fais pas de recommandations, mais je fais des préconisations. Okay. Enfin, je fais gaffe au terme parce que j'ai mon avocat qui va regarder, alors je sais qu'il faut faire gaffe. En préconisation, moi, ce que j'ai fait il y a longtemps, c'est que j'ai investi dans le Bitcoin, on en a parlé, les crypto-monnaies, on en a parlé, et ensuite, il y a eu des startups. Alors, je crois que tu fais ça aussi. Et en startup, il y a une première startup qui s'appelle Emir Mining, qui fait du minage de Bitcoin. Il y a ensuite un de tes anciens élèves, qui est pas très très loin, qui s'appelle Robin Bader, qui lui a lancé une fintech en Suisse, qui te permet en gros, quand tu es salarié dans une entreprise, de récupérer des avoirs que tu as potentiellement oubliés et ensuite tu es parti à l'international travailler. Et lui, en fait, il a fait un fonds qui va te enfin, il n'a pas fait un fonds, mais il a fait une technologie qui te permet de récupérer tout ça et ensuite de le faire travailler, qui s'appelle Swiss Serenity. Ensuite, une entreprise de développement de logiciels d'intelligence artificielle qui s'appelle Neurala. C'est une marque commerciale sous le nom No Limit. Et après, c'est des boîtes, genre dans la crypto-monnaie, mais là, je peux pas donner les noms, où des fois, on te contacte, tu fais des accompagnements, tu prends du pourcentage du projet, et ensuite, tu fais développer le projet. Et on parlait d'investissement. On a des confrères suisses, notamment Swissborg, je sais pas si ça te parle. Swissborg aussi, j'ai eu l'occasion d'investir chez eux. Je parle de Swissborg, mais il y en a eu plein d'autres aussi. Et dans quoi tu recommandes d'investir aujourd'hui? Enfin, tu préconises ou quelle tendance? Ouais. Là, sur le long terme, en fait. En dehors de tes investissements start-up, etc., est-ce qu'il y a des tendances plus générales dans lesquelles tu investis qui sont peut-être plus accessibles aux commandes mortels? Là, les tendances, uniquement pour faire du flipping, c'est-à-dire que tu achètes et tu revends sur 1 an et demi, 2-3 ans. Okay. Vraiment sur ce type d'investissement-là. Donc, dans cette catégorie, du SaaS. Parce que le SaaS, honnêtement, c'est très intéressant en termes d'explosivité et de retour sur investissement. En deuxième, l'immobilier, forcément. Mais pourquoi en 2-3 ans? Parce qu'en fait, il y a des coûts qui se font notamment à Bali. Okay. À Bali, tu peux acheter du terrain et ensuite le revendre après que la création de ta maison. Ouais. Et ensuite, en troisième, c'est l'investissement dans l'immobilier tokenisé aussi. Parce que là, tu peux bénéficier d'un impact très sympa avec 10 à 15% de rendement en fonction de ce que tu trouves, qui peut tous les mois te ramener un revenu passif sur lequel, pendant que tu dors, tu es sûr et certain de toucher quelque chose. Ok. Bon, merci beaucoup. J'espère que t'as plu. En tout cas, je pense que l'audience a eu pas mal d'inspi et puis aussi pas mal d'outils, de conseils qu'ils pourront mettre en place rapidement. Et puis,
se retrouve très prochainement sur la chaîne. C'était Yomi et Anthony. Allez,